Le champagne pétille encore dans le verre de Nathalie quand elle ferme la porte de son bureau. 32 ans, et enfin directrice marketing d'une start-up tech prometteuse. Ses mains tremblent un peu, de joie, d'incrédulité, de cette euphorie qui suit les victoires longtemps attendues. Après tant d'années de galères, de studios pourris où elle comptait chaque euro, de pâtes réchauffées pour le 4e soir de suite, elle savoure cette réussite comme un nectar rare. Sa promotion, c'est bien plus qu'une reconnaissance pro. C'est la promesse d'un appart décent, de vacances sans calculer, de cette liberté financière qu'elle observe chez les autres depuis si longtemps. Son salaire double presque, une somme qui lui semble irréelle, vertigineuse même. Dans un élan de bonheur naïf, elle décide de partager cette nouvelle lors du traditionnel dîner dominical chez sa mère. Cette habitude familiale qu'elle maintient par devoir autant que par affection, espérant toujours retrouver cette chaleur familiale qui lui échappe depuis l'enfance. Le salon n'a pas changé depuis des années. Même canapé défraîchi, même odeur de cire et de renfermé, même télé qui diffuse les infos en permanence. Sa mère, Claudette, 58 ans, l'accueille avec son sourire habituel, poli mais distant. Maxime, son frère de 28 ans, est affalé dans le fauteuil, les yeux rivés sur son portable. « J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer », dit Nathalie en s'asseyant. Le visage de sa mère se transforme aussitôt. Pas de fierté maternelle, mais un calcul froid et immédiat. Ses yeux se plissent légèrement. Cette expression que Nathalie connaît depuis l'enfance et qui annonce les ennuis. Maxime lève enfin les yeux de son écran, un sourire sournois sur les lèvres. « Directrice marketing, avec une grosse augmentation », précise-t-elle, réalisant déjà son erreur. Les souvenirs affluent, douloureux et précis. Nathalie enfant, toujours désignée comme la responsable, quand Maxime cassait quelque chose ou séchait les cours. Elle qui devait expliquer, réparer, excuser les conneries de son petit frère pendant que leur mère le consolait. Cette dynamique toxique qui s'est installée si naturellement qu'elle a mis des années à la comprendre. « Ma chérie », commence sa mère d'une voix doucereuse, « tu sais que la famille, c'est l'entraide. Quand on a de la chance, on partage. » L'estomac de Nathalie se noue. Cette phrase, elle l'a entendue des centaines de fois. Toujours dans un sens unique. Toujours quand elle avait quelque chose à donner. Jamais l'inverse. Son téléphone vibre. Un message d'Arthur, ce collègue séduisant qui lui témoigne une attention grandissante depuis quelques semaines. « Félicitations pour ta promotion. Tu le mérites vraiment. On fête ça demain ?» Ce message la réchauffe aussitôt. Arthur comprend l'importance de cette réussite. Contrairement à sa famille, qui ne voit déjà plus qu'une opportunité financière. Elle range son téléphone en souriant, malgré l'ambiance tendue. Le dîner se termine dans un malaise palpable. Sa mère multiplie les allusions sur les devoirs familiaux et la solidarité. Maxime, lui, sourit en silence, ce sourire qu'elle déteste et qui annonce toujours des complications. De retour chez elle, Nathalie se sent épuisée. Cette journée qui avait si bien commencé laisse maintenant un goût amer. Elle se prépare un thé et s'installe près de la fenêtre, regardant la rue tranquille. Son appartement, petit mais chaleureux, c'est son refuge. Bientôt, elle pourra en changer, s'offrir plus d'espace, plus de lumière. Vers 23h, des voix résonnent dans l'escalier de son immeuble. Familières mais impossibles à identifier clairement. Son cœur s'accélère sans raison apparente. Ses voix s'arrêtent devant sa porte, puis repartent. Un frisson désagréable lui parcourt l'échine. Que lui réserve le lendemain? Le réveil de Nathalie sonne à 6h30 comme chaque matin, mais aujourd'hui, quelque chose l'attire brutalement du sommeil bien avant. Des coups violents résonnent contre sa porte d'entrée, insistants et agressifs. Son cœur bondit dans sa poitrine. 7h du matin qui peut bien... Elle enfile vite sa robe de chambre, les cheveux en bataille, encore engourdis par le sommeil. Les coups redoublent d'intensité. À travers l'œilleton, elle découvre sa mère et Maxime sur le palier, leur visage tendu et déterminé. L'expression de Claudette ne laisse aucun doute sur ses intentions. Elle n'est pas venue pour prendre des nouvelles. Nathalie ouvre la porte avec appréhension. Sa mère pousse aussitôt Maxime devant elle, comme un bouclier humain, utilisant cette stratégie qu'elle maîtrise depuis des années. Son fils arbore un air faussement penaud, mais ses yeux brillent d'une excitation malsaine. « Bonjour ma chérie », lance Claudette en s'invitant dans l'appart.
Nous avons une super nouvelle. Maxime a enfin trouvé sa voiture. Le ton utilisé suggère que cette acquisition était attendue depuis des lustres, comme s'il s'agissait d'un droit fondamental enfin reconnu. Maxime sort son portable et montre fièrement les photos d'une BMW d'occasion, série 3, gris métallisé, 15 000 €. Une somme astronomique pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé plus de 6 mois de suite. Elle est parfaite, tu ne trouves pas ? Demande-t-il avec un sourire manipulateur. Le vendeur me fait un prix d'ami, mais il faut que je donne une réponse aujourd'hui. Nathalie regarde cette mise en scène pathétique. Maxime, 28 ans, qui vit encore chez sa mère, sans boulot stable, sans économie, qui présente cette BMW comme l'élément déclencheur de sa future indépendance. Le même mensonge rabâché depuis des années, les mêmes promesses creuses. Sa mère prend le relais avec une assurance déconcertante. Tu vas nous aider, bien sûr. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est la moindre des choses. Sa voix porte cette inflexion particulière, mélange de chantage affectif et de culpabilisation savamment dosée. Maman, je viens tout juste d'avoir cette promotion. Je ne vais pas claquer mon argent dans... Claquer ? L'interrompt Claudette, ses yeux s'assombrissant dangereusement. Tu appelles ça claquer que d'aider ton frère à devenir enfin autonome ? Maxime révèle alors sa vraie nature. Fini le sourire penaud. Place à l'agressivité pure. Tu ne vas quand même pas faire ta radine maintenant que tu roules sur l'or, crache-t-il avec une violence qui surprend Nathalie. 15 000 €, c'est rien pour toi maintenant. Cette réaction confirme ce qu'elle soupçonne depuis longtemps. Son frère connaît des détails sur sa situation pro qu'elle n'a partagé avec personne d'autre que sa famille. Comment il sait précisément le montant de son augmentation ? Elle n'a mentionné que le fait d'être promue directrice, sans donner de chiffres. Non, répond-elle fermement, découvrant une force qu'elle ne se connaissait pas. Je refuse catégoriquement. Ce simple mot déclenche une crise d'une violence dingue. Maxime hurle, tape du poing sur la table basse, traite sa sœur d'égoïste et d'ingrate. Sa mère, plus calculatrice, opte pour les larmes. Des sanglots théâtraux qui sonnent faux, mais qui l'ont toujours émue dans le passé. Après tout ce que j'ai sacrifié pour vous élever, gémit Claudette, je pensais avoir éduqué une fille reconnaissante. Pas une. Stop. Nathalie se lève, tremblante mais déterminée. Sortez de chez moi. Maintenant. Le silence qui suit est assourdissant. Sa mère et Maxime échangent un regard stupéfait. Jamais Nathalie ne leur a tenu tête avec une telle fermeté. Claudette ramasse son sac avec une lenteur calculée, savourant chaque seconde de ce drame qu'elle orchestre. Avant de franchir le seuil, elle se retourne avec un sourire glacial qui fait frémir Nathalie. Tu vas regretter cette décision, ma chérie. Tu découvriras bientôt ce que ça coûte d'abandonner sa famille. La porte claque avec une violence qui fait trembler les murs. Nathalie s'effondre sur son canapé, les mains tremblantes, réalisant qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Les jours suivants révèlent l'ampleur de la vengeance maternelle. Claudette n'a pas perdu de temps. Dès le lundi matin, le téléphone de Nathalie sonne dans son bureau. Une voix féminine inconnue, polie mais insistante. « Bonjour, je suis inspectrice des impôts. Nous avons reçu un signalement concernant des revenus non déclarés de votre part. Pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette augmentation soudaine de salaire ?» Nathalie sent son sang se glacer. Elle explique calmement sa promotion récente, fournit les documents nécessaires. L'inspectrice, embarrassée, finit par admettre que le signalement était anonyme et probablement malveillant. Mais le mal est fait. Ses collègues ont entendu la conversation. Les regards ont changé. Le même jour, son responsable RH la convoque discrètement. « Nathalie, je dois vous faire part d'un appel bizarre. Quelqu'un prétendait que vous aviez trafiqué votre CV pour avoir cette promotion. Bien sûr, on ne donne aucun crédit à ces accusations, mais... L'humiliation brûle ses joues. Qui d'autre que sa mère connaît assez de détails sur son parcours pro pour organiser une telle campagne ? Chaque attaque est savamment calculée, visant ses points sensibles avec une précision chirurgicale. Les réseaux sociaux deviennent le terrain de jeu favori de Claudette. Facebook se transforme en tribunal familial public. Des tantes éloignées qu'elle n'avait pas vues depuis des années commandent soudainement ses photos avec des messages pleins de sous-entendus. « Ma pauvre Nathalie, j'espère que ta réussite ne te fera pas oublier d'où tu viens », écrit sa tante Monique depuis Toulouse. « La famille avant tout, c'est ce qu'on m'a toujours appris. » Une cousine du côté paternel partage un article sur « Les enfants ingrats
qui abandonnent leurs parents. Le message est clair pour quiconque connaît la situation. Nathalie découvre une version déformée de l'histoire qui circule dans sa famille élargie. Elle serait devenue arrogante, refuserait d'aider son pauvre frère en galère, oublierait tous les sacrifices de sa mère. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la précision des infos divulguées. Sa mère semble connaître son emploi du temps, ses habitudes, des détails sur sa vie privée qu'elle n'a jamais partagés. Quelqu'un de proche la renseigne. Mais qui ? Arthur devient son refuge émotionnel dans cette tempête. Leurs déjeuners prolongés se transforment en véritables séances de thérapie improvisée. Il l'écoute avec une attention bienveillante, pose des questions pertinentes, la fait rire malgré l'angoisse grandissante. Ta famille utilise des méthodes de manipulation très poussées, lui explique-t-il un soir devant un verre de vin. C'est du harcèlement psychologique organisé. Ses connaissances en psychologie l'étonnent, tout comme sa facilité à analyser les comportements toxiques. Arthur semble avoir une expérience personnelle de ces situations, bien qu'il reste évasif sur sa propre histoire familiale. « J'ai grandi dans un environnement compliqué », confie-t-il simplement. « J'ai appris à reconnaître ces schémas. Leurs soirées ensemble deviennent plus fréquentes, plus intimes. Ils cuisinent ensemble dans le petit appart de Nathalie, évoquent leurs rêves d'avenir, découvrent leurs points communs. L'attraction mutuelle grandit naturellement, sans précipitation. Un soir, après une journée particulièrement difficile où Nathalie a découvert que quelqu'un avait appelé son ancienne proprio pour dénoncer des nuisances sonores imaginaires, elle craque dans les bras d'Arthur. Les larmes qu'elle retient depuis des jours jaillissent enfin. Le baiser qui suit est spontané, chargé d'émotions mélangées, tendresse, désir, reconnaissance. Arthur la serre contre lui avec une douceur protectrice qui la bouleverse. « Je ne te laisserai pas tomber », murmure-t-il contre ses cheveux. « On va traverser ça ensemble. » Mais même dans ces moments d'intimité, Nathalie ne peut s'empêcher de remarquer certains détails troublants. Arthur reçoit parfois des appels qu'il prend à l'écart, parle à voix basse d'une « société de conseil » qu'elle n'arrive pas à identifier. Ses explications restent vagues quand elle s'enquiert de son boulot. Elle chasse ses pensées, se reprochant sa paranoïa grandissante. Après tout, sa mère réussit à instiller la méfiance même dans ses relations les plus précieuses. Le vendredi soir, son proprio l'appelle, embarrassé. « Mademoiselle, j'ai reçu un appel bizarre aujourd'hui. Quelqu'un prétendait que vous aviez perdu votre emploi et ne pourriez plus payer le loyer. Je n'y crois pas une seconde, mais... » La paranoïa ronge maintenant chaque instant de la vie de Nathalie. Chaque regard au bureau lui semble suspect. Chaque conversation interrompue à son passage la met mal à l'aise. Sa mère connaît des détails intimes sur sa routine quotidienne qu'elle n'a pourtant partagée avec personne. Il y a forcément un espion dans son entourage proche. Ses soupçons se portent naturellement sur Julie, sa cousine germaine. Depuis l'adolescence, elles se confient leurs secrets les plus intimes. Julie connaît ses horaires, ses projets, ses insécurités profondes. Cette proximité qui semblait si précieuse devient soudain menaçante. Un samedi après-midi, Nathalie décide de tendre un piège. Elle appelle Julie et lui raconte un mensonge soigneusement préparé. Elle envisagerait de changer d'appart le mois prochain, ayant trouvé un 3 pièces dans le 15e arrondissement. Une information totalement fausse qu'elle distille avec naturel. Le lundi matin, son proprio l'appelle, inquiet. « Mademoiselle, votre mère m'a contactée ce matin. Elle s'inquiète de votre déménagement précipité et voulait savoir si vous aviez des problèmes financiers pour partir si vite. » Le piège a fonctionné. La trahison la frappe comme une gifle. Julie, sa confidente depuis 15 ans, la petite cousine qu'elle a consolée lors de son divorce difficile, la femme qu'elle considérait comme une sœur. Comment elle a pu faire ça? La confrontation a lieu le soir même chez Julie. Nathalie arrive sans prévenir, déterminée à obtenir la vérité. Julie ouvre la porte, pâlit aussitôt en voyant l'expression de sa cousine. « Tu vas me dire exactement depuis quand tu renseignes ma mère ?» attaque Nathalie sans détour. Julie s'effondre instantanément, les larmes aux yeux. Aucune dénégation, aucune tentative de mensonge. Juste une culpabilité écrasante qui confirme tous les soupçons. « Depuis 3 mois, avoue-t-elle dans un souffle. Tante Claudette m'appelait régulièrement, prétextant s'inquiéter pour toi. Elle me donnait 50 € à chaque fois pour mes informations. Je pensais que... Je ne savais pas qu'elle utiliserait ça contre toi. » La naïveté de cette excuse révolte Nathalie. 50 €
pour trahir 15 ans d'amitié et de confiance. Le prix de sa vie privée vendu au plus offrant familial. Elle savait exactement quoi me demander, continue Julie, rongée par les remords. Tes horaires, tes projets, tes inquiétudes au boulot. Elle me faisait croire que c'était pour mieux t'aider. Mais Julie révèle un détail encore plus troublant. Il y a des choses qu'elle savait déjà avant que je les lui dise. Des détails sur ton travail que je ne connaissais même pas. Nathalie, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Cette révélation glace le sang de Nathalie. Sa mère dispose donc de plusieurs sources d'informations. Qui d'autre dans son entourage l'a trahie en secret? Parallèlement, l'atmosphère au bureau devient de plus en plus pesante. Les rumeurs se multiplient, malgré le soutien officiel de sa hiérarchie. Certains collègues évitent son regard, d'autres posent des questions indiscrètes sur ses finances personnelles. Arthur remarque son stress grandissant et redouble d'attention. Il l'emmène dîner dans un restaurant discret, loin de l'agitation parisienne. Mais même dans ce cadre apaisant, Nathalie ne peut s'empêcher d'observer son comportement avec une attention nouvelle. Pourquoi Arthur semble-t-il si familier avec certains aspects techniques de son entreprise? Comment il explique cette connaissance précise des rouages de sa société qu'un simple collègue marketing ne devrait pas posséder? Tu travailles vraiment au département communication? Demande-t-elle soudain, interrompant leur conversation sur l'évolution du marché tech. Arthur marque une pause imperceptible, mais Nathalie la remarque. Bien sûr, pourquoi cette question? Tu sembles connaître beaucoup de détails sur les autres départements. C'est inhabituel. Il sourit, mais son regard fuit légèrement. J'ai toujours été curieux du fonctionnement global des entreprises. Je pose des questions, j'observe. Cette explication ne la convainc qu'à moitié. Rentrée chez elle, elle fouille discrètement les réseaux sociaux professionnels, cherchant des traces de l'activité d'Arthur. Son profil LinkedIn reste bizarrement vague. Sa société de conseil précédente impossible à identifier clairement. Le doute s'immisce dans son esprit comme un poison lent. Sa mère a-t-elle réussi à infiltrer même cette relation naissante? Arthur pourrait-il être un autre pion dans cette manipulation organisée? Cette nuit-là, allongée dans son lit, Nathalie réalise l'ampleur de l'isolement dans lequel sa famille l'a plongée. Julie trahie, Arthur suspect, collègue méfiant. Sa mère a réussi à empoisonner chaque relation importante de sa vie. Le lendemain matin, un nouvel épisode vient confirmer ses pires craintes. Son ancien proprio l'appelle, contrarié. Quelqu'un a prétendu que vous deviez encore 3 mois de loyer impayé. Je leur ai dit que c'était faux, mais ces accusations constantes deviennent gênantes. Qui d'autre dans son entourage l'a trahi en secret? Nathalie ne supporte plus cette guerre d'usure. Elle décide de contre-attaquer et de découvrir la vérité sur Maxime. Arthur, malgré ses zones d'ombre, reste son seul allié fiable. Elle lui demande son aide pour mener une enquête discrète. « Tu as des compétences en recherche que je n'ai pas », lui dit-elle. « Aide-moi à comprendre dans quoi mon frère s'est fourré. » Arthur accepte immédiatement, montrant des talents insoupçonnés en investigation numérique. En quelques heures, il découvre la face cachée de Maxime. Les réseaux sociaux, les forums de jeux, les traces bancaires, tout y passe. La réalité dépasse ses pires craintes. Maxime ne joue pas seulement en ligne pour le plaisir. Il a développé une addiction massive aux paris sportifs et aux jeux d'argent virtuels. Les dettes s'accumulent depuis 2 ans. 45 000 € dus à 3 prêteurs différents, dont certains peu recommandables. « Regarde ça », dit Arthur en lui montrant son écran. « Ta mère a hypothéqué la maison familiale il y a 6 mois. Elle couvre ses dettes en secret. » Nathalie découvre des documents qui la glacent. Sa mère a vidé ses économies, contracté des prêts personnels, mis en gage ses bijoux de famille. Tout pour protéger son fils chéri des conséquences de ses actes. Mais Arthur trouve quelque chose de plus choquant encore. Des messages entre Maxime et sa mère qui prouvent une manipulation organisée depuis des mois. Ils planifièrent d'exploiter la promotion de Nathalie, bien avant qu'elle leur annonce la nouvelle. « Comment tu as eu accès à ça ?» demande-t-elle, troublée par l'efficacité d'Arthur. « J'ai mes méthodes, » répond-il évasivement. « Ce qui compte, c'est ce qu'on découvre. » La découverte la plus dévastatrice arrive le soir même. En fouillant plus profondément, Arthur trouve la preuve que Nathalie cherchait sans s'en rendre compte. Un contrat de surveillance, daté de 3 mois, signé par une société de sécurité privée. Le client, Claudette Moreau. Sa mère. L'enquêteur assigné, Arthur Dubois. Le monde s'effondre autour de Nathalie. Arthur,
Son refuge émotionnel, son confident, son amour naissant. Il travaillait pour sa mère depuis le début. Leurs rencontres, leurs déjeuners, leurs soirées intimes, tout était calculé. « Tu peux m'expliquer ça ?» demande-t-elle d'une voix blanche en brandissant le document. Arthur devient livide. Pour la première fois, son assurance l'abandonne complètement. Il balbutie, cherche ses mots, puis s'effondre. « Nathalie, laisse-moi t'expliquer. Oui, ta mère m'a engagée au départ. Elle voulait connaître tes revenus exacts et tes habitudes pour mieux te manipuler. Mais je te jure que... » « Tu me jures quoi ?» explose-t-elle. « Que tu m'espionnes par amour ? Que tes sentiments sont sincères ? » « Ils le sont, » crie-t-il désespérément. « J'ai arrêté de lui rendre compte il y a des semaines. Je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. Cette mission, c'était juste un boulot au début. Mais maintenant, Nathalie ne l'écoute plus. La trahison la submerge comme une vague. Son refuge émotionnel était un mensonge depuis le premier jour. Sa mère avait organisé même cette relation, contrôlant chaque aspect de sa vie privée. « Sors de chez moi », dit-elle froidement. « Ne me recontacte jamais. » Arthur tente de s'expliquer, supplie, promet qu'il peut tout arranger. Nathalie reste inflexible. Quand il finit par partir, elle s'effondre sur son canapé, anéantie. 3 heures plus tard, des coups violents résonnent à sa porte. C'est Maxime, mais pas celui qu'elle connaît. Il est terrorisé, les vêtements froissés, un œil au beurre noir. « Nathalie, tu dois m'aider, » halète-t-il. « Des hommes me suivent. Ils veulent leur argent. Ils ont dit qu'ils iraient te voir si je ne payais pas. Comment ils connaissent mon existence ? J'ai peut-être mentionné que ma sœur avait du fric maintenant. Je pensais que ça les calmerait, mais ça les a énervés. Ils pensent que tu te moques d'eux. La situation vient de prendre une tournure dangereuse. Les usuriers considèrent maintenant Nathalie comme complice de l'évasion de Maxime. Maxime disparaît pendant 3 jours. Sa mère, pour la première fois depuis des années, appelle Nathalie en pleurant. Plus de manipulation calculée, plus de chantage émotionnel. Juste une panique pure et brute. « Il n'est pas rentré depuis lundi », sanglote Claudette au téléphone. « Son lit n'a pas été défait. Je ne sais plus quoi faire. » Cette vulnérabilité soudaine déstabilise Nathalie. Sa mère, d'habitude si contrôlante, semble brisée. Elle accepte de venir l'aider dans les recherches, mettant temporairement de côté leur conflit. Chez Claudette, l'atmosphère est pesante. La maison familiale porte les traces de la crise financière. Des meubles ont disparu, vendus en urgence. Des cartons s'entassent dans le salon, préparant un déménagement forcé. « J'ai hypothéqué la maison », avoue finalement sa mère, effondrée sur le canapé. Tout ça pour couvrir ses dettes. Je pensais qu'il allait s'arrêter, qu'il comprendrait. Pour la première fois, Claudette dit la vérité complète. Depuis la mort de son mari il y a 2 ans, elle sombre dans une dépression qu'elle cache à tous. Perdre son compagnon de 40 ans l'a détruite psychologiquement. Maxime est devenu son unique raison de vivre, sa façon de nier la réalité de sa solitude. « Ton père était celui qui fixait les limites », continue-t-elle. « Moi, je n'ai jamais su dire non à Maxime. Et maintenant ?» Cette confession inattendue ébranle Nathalie. Sa mère n'est pas juste une manipulatrice cruelle. C'est une femme brisée qui s'accroche désespérément à ce qui lui reste de famille. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu souffrais ?» demande Nathalie doucement. « Parce que toi, tu étais forte, tu t'en sortais toujours. J'avais besoin de croire qu'au moins l'un de mes enfants n'avait pas besoin de moi. » Ces mots font mal. Nathalie comprend enfin la logique tordue qui régit leur relation depuis des années. Sa force apparente l'a privée de l'attention maternelle, rejetée vers Maxime qui semblait plus fragile. Le mercredi matin, Arthur appelle. Nathalie hésite à décrocher, mais sa détresse l'emporte sur sa colère. « J'ai retrouvé Maxime », dit-il simplement. « Il est à l'hôpital Saint-Louis, service des urgences. Il le trouve dans un état lamentable. Visage tuméfié, côtes fêlées, esprit confus. Les prêteurs l'ont passé à tabac avant de le laisser devant les urgences. Il délire, parle de voitures qui le suivent, d'hommes qui connaissent l'adresse de Nathalie. Ils ont dit qu'ils iraient te voir, balbutie-t-il. Je leur ai donné ton nom pour gagner du temps. Je pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Arthur se montre étonnamment efficace dans cette crise. Il connaît le personnel médical, pose les bonnes questions, obtient des informations précises.
Ses compétences dépassent largement celles d'un simple employé marketing. « Comment tu sais tout ça ?» demande Nathalie, troublée malgré sa colère. « Mon ancien boulot m'a donné certaines expériences, » répond-il évasivement. Pendant que Maxime récupère, Arthur trouve d'autres découvertes inquiétantes. Les dettes de son frère sont plus complexes qu'imaginé. Il a utilisé l'identité de Nathalie pour contracter plusieurs prêts en ligne, exploitant sa nouvelle situation professionnelle. « Tu dois 30 000 € de plus à ton insu », lui annonce Arthur. « Ton crédit est déjà impacté. Dans quelques semaines, tu ne pourras plus emprunter nulle part. » Cette nouvelle la terrasse. Non seulement sa famille l'a trahi émotionnellement, mais Maxime a détruit sa réputation financière. Son appart, ses projets d'avenir, tout s'effondre. « Je peux t'aider à régler ça », continue Arthur. « Je travaille dans la cybersécurité. Je peux prouver l'usurpation d'identité, négocier avec les créanciers. Pourquoi tu ferais ça après ce qui s'est passé ? Parce que mes sentiments étaient sincères. Cette mission était juste un boulot, mais toi, c'est devenu réel. » Nathalie observe cet homme qui a bouleversé sa vie. Arthur montre une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. Il raconte son propre passé douloureux. Père violent, famille toxique, lui-même ancien Maxime, qui s'en est sorti à force de volonté. « J'ai reconnu ta situation parce que je l'ai vécue, » avoue-t-il. « C'est pour ça que ta mère m'a choisi. Elle pensait que je comprendrais tes faiblesses. Elle avait raison, mais pas comme elle l'imaginait. » Ces mots changent la donne. Arthur n'est pas juste un traître mercenaire. C'est un homme marqué qui a vu en elle un miroir de ses propres luttes. Nathalie doit maintenant faire un choix crucial. Tout reconstruire seule ou accepter l'aide d'Arthur malgré la trahison initiale. 6 mois d'enfer. Nathalie vit temporairement chez sa meilleure amie Sandrine, dans un canapé-lit qui lui brise le dos chaque nuit. Elle bataille contre les créanciers avec un avocat spécialisé dans l'usurpation d'identité. Chaque jour apporte son lot de coups de fil agressifs, de courriers recommandés, de menaces à peine voilées. Arthur, patient, prouve sa sincérité par des actions concrètes. Il paie de sa poche les frais d'avocat sans rien demander en retour. Utilise ses contacts dans la cybersécurité pour démanteler méthodiquement les faux comptes créés par Maxime. Passe ses week-ends à éplucher les dossiers administratifs avec elle. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui dit Nathalie un soir, épuisée par une énième bataille administrative. « Si, je suis obligée. C'est ma faute si tu en es là. » Maxime, sorti de l'hôpital, résiste farouchement au plan de réhabilitation que Nathalie a élaboré. Cure de désintoxication, suivi psychologique, recherche d'emploi encadré. Il accepte du bout des lèvres, puis multiplie les rechutes et les mensonges. La première semaine, il disparaît de la clinique spécialisée, prétextant une urgence familiale inexistante. Nathalie le retrouve dans un cybercafé, pariant frénétiquement sur des matchs de football en direct. L'argent du traitement, dilapidé en une nuit. « Tu ne comprends pas, j'allais gagner gros !» hurle-t-il quand elle le traîne dehors. J'avais un tuyau sûr. Les séances de thérapie familiale sont un champ de bataille émotionnel. Claudette oscille entre culpabilité écrasante et retour aux anciens schémas. Un jour, elle pleure en reconnaissant ses erreurs. Le lendemain, elle reproche à Nathalie d'être trop dure avec son pauvre frère. « Maxime a toujours été sensible », gémit-elle lors d'une séance particulièrement houleuse. « Il a besoin de douceur, pas de reproches constants. »« Maman, la douceur, ça fait 28 ans que tu lui en donnes », explose Nathalie. « Regarde où ça l'a mené. » Le psychologue familial, Dr Moreau, guide patiemment chaque séance. Il aide Nathalie à exprimer sa colère sans culpabilité, enseigne à Claudette les bases de l'amour ferme. Certaines séances apportent des percées douloureuses mais libératrices. « Votre mère vous a assigné des rôles dès l'enfance », explique-t-il à Nathalie. « Vous étiez la forte, Maxime, le fragile. » Ces étiquettes ont conditionné toutes vos relations familiales. Arthur et Nathalie reconstruisent leur relation de zéro, lentement. Ils se revoient d'abord dans des lieux publics, cafés bondés où la conversation reste superficielle. Puis chez Arthur, où il cuisine pour elle des plats simples en parlant de son enfance difficile. Il raconte son père alcoolique, les coups, sa mère qui fermait les yeux. Comment il a fini dans la rue à 16 ans, survécu grâce à de petits boulots douteux avant de se reprendre en main. Sa formation autodidacte en informatique,
sa spécialisation dans la sécurité par nécessité personnelle. J'étais comme Maxime à son âge, avoue-t-il. Menteur, manipulateur, irresponsable. La différence, c'est que personne ne m'a couvert. J'ai coulé jusqu'au fond avant de remonter. Cette vulnérabilité partagée les rapproche authentiquement. Nathalie comprend pourquoi sa mère l'a choisie pour cette mission tordue. Arthur reconnaissait les failles familiales parce qu'il les avait vécues. Leur retrouvaille physique arrive naturellement, 6 mois après la rupture. Un baiser hésitant qui devient passion, une nuit où ils se redécouvrent sans mensonge entre eux. Arthur demande Nathalie en mariage de façon spontanée, un matin de printemps où elle retrouve enfin son sourire. « Épouse-moi », dit-il simplement en lui tendant une bague discrète. Pas par romantisme béat, mais parce qu'on s'est choisi en connaissance de cause, avec nos cicatrices et nos forces. Nathalie fond en larmes, de joie cette fois. Elle accepte sans hésitation. 8 mois plus tard, l'équilibre se dessine lentement. Maxime travaille comme livreur à Lyon, sobre depuis 4 mois avec quelques rechutes. Il rembourse irrégulièrement, mais avec une constance nouvelle. Leur relation reste tendue, mais civilisée. Claudette, installée dans un 2 pièces en banlieue, travaille à mi-temps dans une supérette. Elle suit toujours sa thérapie, apprend péniblement à respecter les limites fixées par sa fille. Leurs conversations téléphoniques mensuelles sont courtes mais apaisées. « Je ne serai jamais la mère que tu aurais méritée », lui dit-elle un jour. « Mais je peux essayer de ne plus être celle qui te nuit. Cette famille brisée peut-elle vraiment guérir ?» 1 an et demi plus tard. Maxime travaille toujours comme livreur à Lyon, mais l'addiction lui colle à la peau comme une ombre. 6 mois de sobriété, puis une rechute violente qui vide son compte en banque. Puis 2 mois de rémission, suivis d'une nouvelle chute. Nathalie a appris à ne plus sauver son frère à chaque crise. La dernière fois qu'il l'a appelée en pleurant, suppliant qu'elle paie ses dettes de jeu, elle a raccroché après lui avoir donné le numéro d'une association d'aide. « Tu ne m'aides plus ?» avait-il crié, incrédule. « Je t'aime, mais je ne finance plus ta destruction », avait-elle répondu calmement. Leurs relations familiales sont maintenant fondées sur des règles claires. Appel mensuel, maximum 30 minutes. Sujets autorisés, travail, santé, météo. Sujets interdits, argent, reproches du passé, chantage émotionnel. Si Maxime dérape, Nathalie raccroche sans discussion. Sa mère a trouvé un équilibre précaire dans son nouvel environnement. Elle travaille toujours à mi-temps au supermarché, habite son petit 2 pièces en banlieue, suit sa thérapie avec une régularité militaire. Mais la dépression reste tapie dans l'ombre, ressurgissant aux anniversaires difficiles. « Ton père me manque chaque jour », avoue Claudette lors d'une de leurs rares rencontres. Parfois, je me réveille en pensant qu'il va m'apporter le café au lit. Nathalie a appris à accueillir cette vulnérabilité sans se sentir responsable du bonheur maternel. Une frontière émotionnelle qu'elle a mis des mois à construire avec l'aide du docteur Moreau. « Vous pouvez compatir sans vous sacrifier », lui répète souvent le psychologue. L'empathie n'exige pas l'abnégation. Professionnellement, Nathalie s'épanouit dans son poste de directrice marketing. Elle a surmonté les rumeurs et les suspicions grâce à des résultats concrets. Son équipe la respecte, ses supérieurs lui font confiance. Mais elle garde des séquelles de cette période. Vérification obsessionnelle de ses comptes bancaires, méfiance instinctive envers les nouvelles amitiés. « Tu regardes encore tes relevés 3 fois par jour », lui fait remarquer Arthur en souriant. « Je sais, c'est idiot, mais j'ai besoin de contrôler. » Arthur la comprend sans la juger. Lui-même a ses propres tics post-traumatiques. Il vérifie systématiquement les verrous avant de dormir, refuse catégoriquement les jeux de hasard, même une simple loterie de bureau. Leur relation s'est solidifiée dans l'adversité partagée. Ils vivent ensemble depuis 8 mois dans l'ancien appart de Nathalie, qu'elle a pu récupérer une fois ses finances assainies. Ils se disputent parfois. Vraies engueulades sur l'organisation ménagère ou les choix de programmes télé. Des conflits normaux, sains, qui se résolvent par la discussion. « Avant toi, je croyais que l'amour c'était forcément compliqué », confie Nathalie un soir. « Avec toi, c'est paisible. » « C'est ça, l'amour adulte, » répond Arthur. Moins de passion dévorante, plus de construction commune. Ils préparent leur mariage prévu pour septembre. Cérémonie civile intime, quelques amis proches, un repas simple dans un petit restaurant. Claudette sera présente. Maxime enverra une carte depuis Lyon. Pas de conte de fées.
juste une union réfléchie entre deux personnes qui ont appris à s'aimer sans se mentir. Nathalie a découvert l'art de mentorer de jeunes collègues, transmettant son expérience durement acquise. Elle aide particulièrement les femmes qui traversent des crises familiales, leur enseigne la fixation de limites saines. « Comment vous avez fait pour vous en sortir ?» lui demande souvent Émilie, sa nouvelle assistante qui vit un chantage affectif maternel similaire. « En comprenant que l'amour sans limite détruit autant que l'absence d'amour », répond Nathalie. La culpabilité n'est pas un sentiment obligatoire. Ces conversations l'aident autant qu'elles aident les autres. Verbaliser son parcours renforce ses acquis thérapeutiques. Le dimanche, Nathalie et Arthur se promènent dans Paris, découvrent de nouveaux quartiers, s'arrêtent dans des cafés anonymes. Ces moments simples lui semblent plus précieux que tous les grands projets familiaux de son enfance. « Tu es heureuse ?» lui demande Arthur en observant son visage détendu. « Oui. Pas euphorie, pas extase. Juste heureuse. Tranquillement heureuse. » Cette sérénité, elle l'a payée cher. Mais elle sait maintenant que le bonheur ne se négocie pas, ne se marchande pas, ne s'obtient pas par le sacrifice personnel. 2 ans plus tard, Maxime a eu une rechute sévère il y a 4 mois. Nathalie a tenu bon et refusé de l'aider financièrement. Il s'en sort seul, difficilement, mais leur relation s'améliore paradoxalement. Cette épreuve lui a prouvé qu'elle l'aimait assez pour le laisser tomber, assez pour lui faire confiance dans sa capacité à se relever. « Tu avais raison de ne pas céder », lui dit-il lors de leur appel mensuel. « J'ai touché le fond, mais je m'en suis sorti tout seul. Ça change tout. » Sa voix porte une maturité nouvelle, fragile mais réelle. Il travaille maintenant dans un garage associatif qui répare des véhicules pour les plus démunis. Un travail qui lui donne un sens, une utilité sociale qu'il n'avait jamais ressentie. Claudette a trouvé un équilibre précaire mais durable. Elle vit toujours dans son petit appart, travaille au supermarché, suit sa thérapie. Mais elle a développé de nouveaux liens. Un club de lecture pour seniors, des cours de poterie, une amitié naissante avec sa voisine veuve. « Je ne serai jamais guérie de ta perte », dit-elle à Nathalie lors de leur déjeuner semestriel. « Mais j'apprends à vivre avec ce vide sans vous étouffer dedans. » Elle se voit 2 fois par an, dans un parc parisien. Conversation d'1 heure maximum. Claudette respecte scrupuleusement ses limites, comprenant enfin que l'amour maternel peut être exprimé par la retenue. Arthur et Nathalie se sont mariés en septembre dernier. Cérémonie civile de 20 minutes, déjeuner avec 8 amis proches, photos simples dans un photomaton vintage. Claudette était présente, émue mais discrète. Maxime a envoyé une carte touchante faite main, avec un dessin maladroit mais sincère. « Merci de m'avoir appris que l'amour, ça se mérite », avait-il écrit. Bon mariage, frangin. Ce mot « frangin » l'avait fait pleurer. Leur relation fraternelle renaissait enfin, débarrassée des rôles toxiques imposés par leur enfance. Professionnellement, Nathalie s'épanouit pleinement. Elle a obtenu une promotion supplémentaire, mais a négocié fermement ses conditions. Pas d'heures supplémentaires excessives, respect de sa vie privée, vacances non négociables. Elle refuse désormais les augmentations qui compromettraient son équilibre personnel. « L'argent, j'en ai suffisamment », explique-t-elle à son patron déçu. « Ce qui me manquait, c'était la paix. Maintenant que je l'ai, je la protège. » Cette philosophie de vie influence positivement son équipe. Émilie, son ancienne assistante promue chef de projet, applique les mêmes principes avec sa propre famille toxique. « Vous m'avez sauvé la vie en m'apprenant à dire non », lui confie la jeune femme. « Ma mère a fini par me respecter quand j'ai arrêté de céder à ses caprices. » Ces conversations confirment à Nathalie que son parcours douloureux peut servir à d'autres. Elle envisage d'écrire un livre sur les relations familiales toxiques, pas pour se venger, mais pour témoigner qu'on peut s'en sortir. Ce dimanche matin, Nathalie vérifie ses comptes bancaires, habitude tenace qu'elle a accepté de garder. Arthur lui apporte un café en souriant, comprenant ce rituel sécurisant sans le juger. « Tout va bien côté finance ?» demande-t-il avec une pointe d'ironie tendre. « Tout va bien partout », répond-elle en levant les yeux de son écran. Et c'est vrai. Pas de bonheur éclatant, pas de joie débordante. Juste cette satisfaction profonde de quelqu'un qui a choisi sa vie plutôt que la subir. Elle regarde par la fenêtre de leur salon. Paris s'éveille lentement, les voisins promènent leurs chiens, les cafés ouvrent leurs terrasses. Cette routine dominicale qu'elle choisit librement
lui semble plus précieuse que toutes les réunions familiales forcées de son passé. Arthur s'installe à côté d'elle avec son propre café. Ils n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. Cette complicité silencieuse, construite dans l'adversité et consolidée dans la paix, vaut tous les grands discours d'amour. Nathalie pense moins souvent à sa famille dysfonctionnelle. Quand ses souvenirs surgissent, ils ne la font plus souffrir. Elle les observe avec le détachement bienveillant de quelqu'un qui a tourné la page sans rancune. La guérison n'est pas spectaculaire. C'est cette paix ordinaire, ce quotidien choisi, cette capacité à être heureuse sans chercher l'approbation de personne. Elle sourit en regardant l'avenir, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'elle s'est enfin choisie, et c'est suffisant.